Bienvenue Nazim sur ce premier cours sur DataOps. Alors DataOps, c'est DevOps appliqué aux data, hein. C'est ça l'objectif de notre formation, hein. Alors pour quand même noter un peu les choses ici. Donc DataOps, c'est DevOps appliqué aux data. Alors c'est important de connaître le terme pour savoir éventuellement dans ta recherche de documentation supplémentaire, hein, par rapport à ce que moi je vais fournir, hein, ce qu'il faut chercher sur Internet. Alors pour comprendre comment je vais te fournir les ressources pour pouvoir prendre en main tout ce qu'il te faut pour améliorer tes compétences pour devenir beaucoup plus employable sur le marché et décrocher un emploi à coup sûr, il faut d'abord que j'explique un peu sur un schéma l'objectif de ce que l'on va faire. L'objectif de ce qu'on va faire, c'est la chose suivante, c'est de savoir déjà créer des environnements sur ta machine. Je présume que ça doit être une machine Windows, pour que l'on puisse, si tu veux, créer des environnements qui existent en entreprise ou qui peuvent exister pour pouvoir prendre en main les choses. Alors toi, tu es data analyst ici. Hop là. Bon, tu es là. Tu es un data analyst. Et en tant que data analyst, ben, ton problème, c'est quoi? C'est l'analyse de données, hein. Et ici, récupérer un PC. Hop là. Je fais comme ça. Tu vois, ça, c'est ton PC. Voilà. Ça, c'est ton PC. Si, donc PC, Windows. Et sur un PC Windows, tu vois, généralement, en tant que data analyst, qu'est-ce que tu as? Hop, tu travailles avec ce PC. Et sur ce PC, tu as la possibilité. Oh, excuse-moi, j'ai fait un PC Windows. Voilà. Sur ce PC, tu as généralement des langages comme Python, hein, qui peuvent être installés. Tu peux avoir du Java, tu peux avoir le langage R, etc. Et puis, tu peux avoir des sources de données, hein, des sources de données, hein, qui peuvent être sur le PC ou qui peuvent être sur Internet. Ça, c'est pas le problème, mais tu as des sources de données qui vont être fournies pour pouvoir appliquer les différentes librairies Python généralement, ou je pourrais travailler avec Java ou le langage R, hein, pour pouvoir exploiter ces sources de données et essayer de dégager des patterns, hein, qui vont te permettre de pouvoir analyser tes données et puis faire des conclusions. Voilà, grosso modo, c'est ça. Alors, l'idée, c'est que dans un vrai contexte d'entreprise, les choses, elles peuvent se présenter de la façon suivante, hein. On peut travailler avec le cloud. Sur le cloud, on peut utiliser des services d'analyse de data. Donc, le cloud, ça peut être Google Cloud, ça peut être AWS, ça peut être Azure. Alors, l'idée, c'est pas de tous les prendre en main. L'idée, c'est d'en prendre en main un seul et puis d'utiliser les services qui sont offerts par ce cloud pour pouvoir analyser les données. Ensuite, il faut savoir autre chose également, c'est que dans une entreprise,
on peut avoir également un serveur GitLab ou GitHub, c'est la même chose, hein, tu connais GitHub. GitLab, on va dire que c'est un peu la même chose, sur lequel on peut pousser les codes, c'est-à-dire les codes que tu réalises avec Python, avec Java ou avec R. Tu peux pousser ces codes sur je vais récupérer ça. Tu peux pousser les codes que tu réalises sur un serveur GitLab ou GitHub. Alors, GitLab ou GitHub, hein, ça va te permettre de gérer les versions des scripts que tu vas réaliser. Ça permet, de pouvoir suivre les différentes versions de tes programmes. Ça, c'est très important parce que parfois, on a besoin de revenir en arrière, surtout quand on voit qu'il y a une erreur. Et puis, deux, ça permet de travailler en mode collaboration. C'est-à-dire que je pourrais avoir des data analystes qui sont situés partout dans le monde, hein, par exemple. Et ces data analystes pousseraient leur code sur le même serveur de gestion de code source. Donc ça veut dire qu'on peut travailler en mode collaboration. Ça veut dire que je peux avoir quelque part dans le monde ou dans la même entreprise ou dans un autre endroit, hein, donc il y a un autre PC, hein, parce qu'on peut avoir des gros projets de, d'analyse de données. Hop. Ça. Hop. Ça. Comme ça. Donc on peut avoir plusieurs data analystes qui vont travailler sur des gros logiciels. Hein. Par exemple, tu peux travailler sur du Python, quelqu'un d'autre peut travailler sur du Java, du R, et puis tout cet ensemble de code peut être poussé sur un serveur de gestion de code source. Et à partir de là, on peut centraliser l'application et tout le monde a connaissance du code. Ça, c'est extrêmement important de savoir utiliser un outil comme celui-là, d'où il faudra intégrer une formation sur GitLab ou GitHub. On ne peut pas se passer de cela hein, dans un monde où il faut impérativement que les produits qui sont développés par des data analystes soient très très rapidement opérationnels et mis sur le marché. Donc ça, on commence ici à voir déjà un certain nombre de choses que le data analyst doit savoir utiliser. Mais à côté de ça, il y a encore un outil qui est extrêmement important, c'est le serveur de build. Le serveur de build. Alors ici, j'ai donné le nom technique, je n'ai pas donné la fonctionnalité de ces deux produits. On va faire ça. On va le faire maintenant. Hop. Le GitLab ou le GitHub, c'est tout simplement des SCM. Management Code Source, c'est des serveurs de gestion de code source. C'est-à-dire le nom général, c'est serveur de gestion de code source. Voilà. Serveur de gestion de code source. Le serveur de build, qu'est-ce que c'est que ce serveur de build? C'est un serveur qui, dès que les nouvelles versions des logiciels, par exemple, ici en tant que data analyst, tu travailles sur un script. Et tu as peut-être un autre data analyst qui travaille sur un script lui aussi, etc. Dès qu'il y a une version qui est poussée ici sur le serveur de gestion de code source,
Le serveur de build qui, lui, bien évidemment, va être configuré pour pouvoir récupérer ce code source, récupérer, si tu veux, le travail que vous avez réalisé, vous le poussez, lui, il le récupère, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement lancer des tests et des compilations pour s'assurer que vos codes sont sans erreur et fonctionnent bien. Donc ça, c'est la première des choses qu'il va faire. On va le dire ici. Et ensuite, une fois qu'il aura contrôlé que les codes, c'est-à-dire qu'une fois que les tests auront été lancés, il va construire un environnement avec Docker euh, qui pourra être déployé en production sur un serveur. On va faire comme ça. À supposer que le serveur est en entreprise. Ça, c'est un serveur de production. Et comme cela, sur lequel les logiciels sont destinés à fonctionner. Donc, je fais comme ça. Et sur ce serveur de production, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les sources de données qui doivent être traitées par les scripts que vous aurez réalisés. Alors, bien évidemment, avant que ce soit sur le serveur de production, on passe d'abord par un serveur de test. D'abord que ce soit sur un serveur de test que tout soit testé, et c'est ensuite et seulement ensuite que le produit va être déployé en production. Et bien évidemment, on pourrait décider que tout ce travail, au lieu de se faire sur des serveurs locaux, se fasse sur le cloud. Donc, on va reprendre un petit peu les explications. Donc, je suis data analyst dans une entreprise. En tant que data analyst, je développe des produits avec Python, avec Java, avec le langage R, avec Tableau, avec ce que l'on veut. Et ces produits sont destinés à analyser des données. Je peux travailler en collaboration, et généralement c'est ça, sur les gros projets, je travaille en collaboration avec d'autres data analystes ou avec des développeurs. Ces data analystes aussi donc, développent une autre partie du produit, des fonctionnalités. Quand chacun de ces data analystes a testé localement son application sur des données de test, ces codes sont poussés sur un serveur de gestion de code source. Quand ces codes sont poussés sur un serveur de gestion de code source, donc ce serveur de gestion de code source va permettre de travailler en collaboration, puisque chacun pourra avoir connaissance du travail effectué par l'autre, puisque généralement les codes effectués par des data analystes différents, ce sont des codes qui sont destinés à communiquer ensemble. Et donc, quand le produit est poussé sur ce serveur de code source, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir un serveur de build ici. Alors, ce serveur de build, on peut en avoir plusieurs. On peut avoir Jenkins, pour le plus connu. On peut avoir GitLab CI. On peut avoir GitHub Action. Et il y en a d'autres. Il suffit d'en connaître un seul. Une fois qu'on a compris le principe, prendre l'un ou l'autre, c'est pas un problème. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir un serveur de build ici qui va automatiquement récupérer le code qui a été poussé sur ce serveur de gestion de code source. Qu'est-ce que va faire ce serveur de build? Ce serveur de build va récupérer le produit, il va lancer l'exécution du produit, il va lancer des tests pour s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur sur les codes. Il va également créer ce qu'on appelle un produit qui va être déployable sous la forme d'un fichier Docker, c'est-à-dire ce qu'on appelle une image Docker. C'est-à-dire que maintenant, si je complète un peu l'image qui est ici, parce que j'explique de manière simple, hop, je vais faire ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir une image Docker.
qu'est-ce que c'est qu'une image Docker, hein? C'est-à-dire que tu vas avoir ton script qui va être prêt à être exécuté. Et donc, cette image Docker va être envoyée sur un registry. C'est-à-dire que ce programme prêt à être exécuté, hein, il va être envoyé donc sur un registry, qui peut être le Docker Hub par exemple. Hein. C'est-à-dire que là, on va avoir l'application prêt à être déployée, app. On va l'appeler app Docker. Ça veut dire que les scripts que tu as réalisés vont être convertis en une image Docker. Une image Docker qui va être prêt à être exécutée. Donc, ce qui va se passer ensuite, c'est que Jenkins, quand il a poussé cette image Docker prêt à être déployée, eh bien, il va tout simplement la déployer automatiquement dans un environnement de test. Et une fois que dans l'environnement de test ça marche, on la déploie sur le serveur de production. Et bien évidemment, tout ce travail qui se fait sur le serveur de test et le serveur de production peut être réalisé sur le cloud. Ce schéma est extrêmement important, c'est ça le DataOps. Alors, à quoi ça sert de mettre en place ce qu'on appelle ici un workflow d'intégration continue? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un workflow d'intégration continue? C'est quelque chose qui est composé d'un SCM, c'est-à-dire un serveur sur lequel les codes sont poussés, qui est composé d'un serveur de build qui, lui, va lancer les tests des codes hein, pour s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur, qu'ils fonctionnent bien. Il va lancer leur exécution pour s'assurer qu'ils s'exécutent correctement. Il va dockeriser l'application, c'est-à-dire qu'il va créer une image Docker. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une image Docker? C'est tout simplement une application, une sorte, ça veut dire que ton application Python va être conteneurisée avec toutes ses dépendances et elle sera prête à être exécutée. Cette image Docker va être poussée sur un Docker Hub, app Docker, et ensuite Jenkins va récupérer cette image Docker pour la déployer sur un serveur de test. Sur le serveur de test, l'application va être exécutée, hein, c'est-à-dire qu'elle va être exécutée pour s'assurer qu'elle produit bien les bons résultats, les résultats escomptés. Et ensuite, une fois que c'est OK, hop, c'est déployé dans un serveur de production. Et on peut faire tout ça sur le cloud. Donc on voit ici, dans ce workflow, qu'il y a un certain nombre de choses qu'en tant que data analyst, je dois savoir faire. Premièrement, je dois savoir utiliser Git. Hein, utiliser Git. Ça, c'est important, de savoir utiliser Git. Ou, ça veut dire quand je dis Git, hein, Git, c'est tout simplement, on va dire, l'élément moteur hein, qui permet de faire fonctionner GitLab ou GitHub. Donc, il faut savoir utiliser Git. Ça, c'est extrêmement important, c'est fondamental, quel que soit ce qu'on fait en informatique. Ensuite, deuxièmement, il faut savoir programmer, paramétrer le serveur de build. Donc, ça, c'est extrêmement important de savoir paramétrer, programmer le serveur de build. Donc, de serveur de build. Donc, il faut savoir le paramétrer. Alors, qui dit savoir le paramétrer? Ça veut dire qu'il faut savoir faire des tests sur les scripts Python que je réalise. Il faut savoir déjà réaliser des tests avec Python. Ici, il faut savoir réaliser des tests manuels déjà avec Python. Des tests manuels avec Python. Pourquoi? Parce que en réalité, c'est les tests que je réalise manuellement ici que je vais demander au serveur de build de réaliser automatiquement. Avec des produits comme Pytest, par exemple, hein, qui permettent de réaliser des tests. Ensuite, il faut que je sache utiliser Docker. Quatrièmement, il faut que je maîtrise Docker. Donc ici, maîtrise de
Docker. Ça, c'est très important hein, de maîtriser Docker. Et ensuite, on voit ici hein, qu'il faut que je connaisse le cloud. Cinquièmement, connaissance du cloud. Et ça, cette, comment dirais-je, cette industrialisation de la réalisation de, comment dirais-je, d'applications pour pouvoir analyser les datas, ça c'est quelque chose qui intéresse fortement les entreprises. Parce que quand je me présente dans une entreprise et que j'explique que je maîtrise ce qu'on appelle le data ops, parce que le data ops, je viens de le décrire ici, quand j'explique que je maîtrise le data ops, l'entreprise est intéressée parce qu'elle a compris que le time to cash, c'est-à-dire le time to cash, est diminué. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un data analyst qui maîtrise cette façon de faire hein, des codes, c'est quelqu'un qui est intéressant pour l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'elle comprend que le data analyst ne propose pas que de petites compétences de data analyst. Il propose également la possibilité de déployer sur des serveurs des applications data qui vont être opérationnelles extrêmement rapidement. On diminue le time to cache, c'est-à-dire on diminue le temps qui va être utilisé à tester une application, on le diminue et pour que cette application soit en production assez rapidement. Voilà le schéma général de ce qu'il va falloir prendre en main. Pour prendre en main cette chose-là, comment est-ce qu'on procède généralement? Il faut savoir construire sur une machine localement ce genre d'environnement-là. C'est-à-dire que l'idée, tu fixes bien cet environnement, eh bien l'idée, c'est la suivante. Sur ta machine, sur la machine Windows que tu as, si, ça c'est ta machine Windows, première des choses sur cette machine Windows, il faut savoir, parce que sur une machine Windows, on peut faire beaucoup de choses. Sur une machine Windows, on peut créer des machines virtuelles. On peut créer une machine virtuelle avec un logiciel comme VirtualBox, par exemple. Je prends un logiciel comme VirtualBox. VirtualBox, c'est un logiciel qui permet de virtualiser des environnements sur Windows. Il suffit d'aller juste sur Internet, ici, hop, Google, et on tape VirtualBox. Une fois qu'on a tapé VirtualBox, tu vas sur Download et tu recherches en fonction de ta version la VirtualBox. Hein. Donc si c'est du Windows que tu as, hop, tu vas sur Windows et hop, il va être téléchargé et il sera prêt à être installé. Donc ça, c'est extrêmement important d'avoir un logiciel comme VirtualBox sur Windows. Pourquoi? C'est parce qu'à partir de ce logiciel VirtualBox, je vais pouvoir créer des environnements, je peux pouvoir créer des machines virtuelles sur ma machine. C'est-à-dire que sur ma machine, je pourrais créer une machine. Par exemple, je pourrais créer une machine Linux. Sur cette machine Linux, hein, qui sera créée, c'est une machine virtuelle, c'est comme un vrai ordinateur. Hein. Sur cette machine Linux, je pourrais installer du Docker. Je pourrais avoir du Docker. Avec ce Docker, je pourrais déjà prendre en main Docker. Donc, c'est là. Avec Docker, je pourrais prendre en main Docker. Ça, c'est la première des choses à faire. Déjà,
créer un petit environnement comme celui-là. Et ce qu'il y a d'intéressant également, c'est que non seulement je peux prendre en main Docker, mais ensuite je pourrais même installer sur cette machine-là, je pourrais installer, par exemple, si je le souhaite, hein, une machine GitLab, comme on l'a vu tout à l'heure. Par exemple, si je veux travailler en local, je pourrais installer un petit serveur Jenkins. Tout ce qu'on a vu tout à l'heure, on peut le dockeriser et l'installer. Donc je peux installer du GitLab, je peux installer du Jenkins, c'est des conteneurs. Tout ça, ça va être des conteneurs hein, qui vont permettre de faire fonctionner les technologies qu'on a vues. Je pourrais installer du GitLab, du Jenkins. Je pourrais installer, par exemple, également un produit comme un registry ici, un registry Docker hein, pour stocker des produits, des images. Alors pourquoi c'est intéressant de savoir faire cela? C'est que ça permet en local, comme ça, de pouvoir simuler ce qu'on a vu tout à l'heure en réel, ici. Et ça, c'est fondamental hein, de savoir utiliser, de savoir créer ces petits environnements de test pour prendre en main les choses, hein, pour pouvoir prendre en main les technologies sans avoir obligatoirement à travailler sur le cloud. Donc, ça va être la première des choses à faire. Ensuite, pour pouvoir faire cela, il faut un autre logiciel sur ta machine qui s'appelle Vagrant. Vagrant, ça va te faciliter la création de machines virtuelles. Donc, on résume, hein, premièrement, sur la machine, ce qu'il va falloir faire, c'est, sur la machine Windows, on va installer le logiciel VirtualBox, le logiciel Vagrant. Ensuite, avec VirtualBox et Vagrant, il va être possible de créer des machines Linux. Ensuite, de pouvoir installer Docker sous cette machine Linux et de prendre en main Docker. Et là, je suis en train d'extrapoler pour dire voilà ce qu'on peut faire une fois qu'on a fait ça. Ça veut dire que sur cette machine Linux, on va pouvoir containeriser des applications. Donc, pour conclure, première des choses, c'est aller sur la maîtrise de Docker. Il faut absolument maîtriser Docker. Docker, c'est vraiment un produit fondamental. Comme on le voit, on peut dockeriser, on peut créer des applications pour prendre en main tout ce dont on a besoin. On veut prendre Apache Hadoop en main, hop, on peut dockeriser Apache Hadoop, ici, comme ça. On peut dockeriser Apache Hadoop. On veut Hadoop. On veut avoir un environnement pour spécialement que du Python. Bon, ben, on peut dockeriser Python, tout simplement. Etc., etc. Ça, c'est fondamental, Docker. Docker, il faut le maîtriser avec un grand M avant de faire quoi que ce soit d'autre. Alors, comment donc on va procéder? Ben, il va falloir que tu ailles ici sur Internet, tu vas taper formation informatique.net. Donc, je vais t'envoyer sur une plateforme de formation. Quand tu arrives dans cette plateforme de formation, tu descends tout en bas ici. Et là, tu trouves sur à l'extrême gauche, ici, tu trouves Docker. Tu cliques sur Docker. Et là, il va falloir t'inscrire à ce cours. Tu fais créer un compte. Nom d'utilisateur, par exemple, Mousse Tafa pour moi. Le mot de passe, tu mets un mot de passe un peu compliqué quand même. Hein. Majuscule, minuscule et caractères spéciaux. Hein. Ton adresse de courrier, ici. Et à partir de là, tu crées un compte. Ah, celui-là, elle est déjà utilisée comme adresse. Je ne sais pas si je peux en avoir une autre. Voilà. Celle-là, elle est utilisée aussi.
celle-là, elle est utilisée aussi. Voilà comment je vais faire pour en utiliser une. Donc, je reprends l'explication. Donc, on va s'inscrire, on va cliquer sur Docker. Ici, une fois que j'ai cliqué sur Docker, je clique sur Créer un compte. On commence, Mustapha. Le mot de passe, un peu compliqué, avec majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux. L'adresse de courrier. Alors, voilà. Ensuite, on clique sur Créer un compte. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va voir son adresse email. Comme ça, Gmail. Voilà. Et là, hop, nouvelle connexion. Ou alors, si jamais on ne trouve pas ici, on va tout simplement dans plus et on va dans Spasme, parce que parfois c'est dans Spasme que ça va. Donc, on va sur boîte de réception, je clique sur nouvelle connexion, votre confirmation informatique, si vous êtes bien connecté, aucune action n'est nécessaire. Alors, plutôt rafraîchir un peu, parce que, ah non, c'est pas ça la boîte email, il faut aller dans la bonne boîte email. Voilà, donc là, allons voir si on n'a pas quelque chose dans l'espace, parce que des fois dans l'espace, ça peut arriver dans l'espace. Spasme, j'ai pas, donc je vais aller voir un inbox. Là, confirmation. Pour confirmer votre nouveau compte, hop, je clique. Voilà, je continue. Et là, hop, je suis ici. Et là, il faut saisir la clé d'inscription. La clé d'inscription, c'est Docker, en minuscule, hein, D-O. Alors, je vais l'écrire déjà dans un truc pour qu'on le voie bien. Ici, c'est Docker. Hein. C'est Docker 2024. C'est ça la clé d'inscription. Tu fais comme ça. Hop, Docker 2024. Et tu fais m'inscrire. Quand tu es inscrit, c'est terminé. Donc, tu pourras réaccéder à ce cours tranquillement parce que c'est là où je vais placer les choses. Ici, le premier cours que j'ai mis, c'est des cours en vidéo. C'est l'installation de Vagrant sur Windows. Alors, pour ces deux premiers cours-là, désolé pour le son des vidéos, mais c'est des cours que j'avais fait il y a un moment. Mais bon, on peut suivre hein, sans problème. Les prochaines vidéos auront un meilleur son. Ça permet de comprendre très pratiquement comment on installe Vagrant sur Windows. Hein. Il suffit de cliquer ici. Voilà, donc là, l'explication voilà, de tout ce qu'il faut installer. Hein. Comment on installe Vagrant sur Windows. Bah, tu vas suivre pas et tu feras la manip également. Donc c'est très pratique. Et puis là, tu as le cours sur Vagrant. C'est-à-dire comment on utilise Vagrant. Là, il faut le maîtriser. Voilà, alors, désolé pour le son, tu vois, il y a un petit peu de pas grave, ça se suit. Très bien, c'est très pratique. Et puis ici, tu as le fichier qui va avec la vidéo. Ça, c'est la première des choses à prendre en main. Être à l'aise avec Vagrant. C'est très important d'être à l'aise avec Vagrant. Quand tu es à l'aise avec Vagrant, ça va te permettre de créer des environnements de test. Comme ça, tu vas pouvoir avoir une dimension en plus par rapport aux compétences que tu as déjà. C'est la dimension mise en place d'infrastructures. Et ça, c'est extrêmement important. Si on n'a pas ça, il va te manquer quelque chose hein, pour pouvoir incorporer les entreprises. Quant à ça, tu vas monter au-delà des gens qui ont fait que la formation de data analyst. Et quand tu auras fait ça, donc ici dans une deuxième section, je te mettrai le cours sur Docker. Mais déjà, ça. Et donc, si tu as un problème, tu me contactes par SMS, ou plutôt par SMS d'ailleurs, hein, ou par téléphone, pour qu'on fasse une petite visio hein, pour voir quel problème se pose et comment le régler. Voilà Nadim, bon courage.